Bonjour Eric, Bonjour Thierry. c'est toujours pareil, un très très grand plaisir de te retrouver. C'était dans les épisodes précédents avec un petit vent frais quand même, Oui, hein, oui, voilà. oui. Là, plein soleil catalan, voilà, plus facile, plus détendu, les manches sont relevées, c'est chouette. C'est chouette parce on va parler d'un gros sujet aujourd'hui. Et comme le précédent épisode, c'est un peu une parenthèse dans l'avancée chronologique qu'on avait pu proposer jusque-là. Une parenthèse qui est absolument nécessaire parce que c'est toujours pareil, c'est très important de définir ce dont on parle. Et je pense que c'est ce qui manque actuellement beaucoup, c'est-à-dire qu'on manie des concepts qu'on a rarement définis, ce qui permet de faire passer des mensonges ou en tout cas des contre-vérités fortes, parce qu'en fait on ne prend pas le temps de s'intéresser, parce que si on prenait le temps de les expliciter, on se rendrait compte qu'il y a un problème quelque part. Donc là, on va aujourd'hui parler d'épidémie, voilà, parce qu'il y a des épidémies dans le monde, il faut se protéger contre les épidémies, on prend des dispositions sanitaires pour se protéger contre les épidémies et on a des antibiotiques pour se protéger contre les épidémies. Donc tout ça c'est bien ficelé. Et on vaccine pour éviter. Ou on vaccine. Et d'ailleurs ça sera l'épisode suivant. Oui. Un épisode sur les épidémies, l'épisode suivant sur les vaccins. Programme magnifique, on va se régaler. Là on va parler d'épidémie. On va parler d'épidémie parce que, on l'a dit, on s'était quitté lors du précédent épisode. On parlait, alors les deux précédents épisodes, rappel rapide. D'abord, on avait reficelé un petit peu toute notre avancée qu'on avait fait dans l'épisode 4 vers le XVIIIe siècle. Hein, on avait repris ça avec les valeurs fortes qui étaient importantes, dire que finalement l'avancée de la civilisation et ce progrès qu'on nous vend, c'était un progrès qui était déterminé par une certaine classe de personnes, un certain type de pouvoir, une bourgeoisie blanche, masculine en grande partie, avec des valeurs d'esclavagisme, hein, et que ce progrès, en fait, qui était présenté comme une espèce d'avancée vers la lumière, puisqu'on parle des lumières, était entaché du sang de millions de personnes qui ont été réduites à l'esclavage. Et que l'esclavage, il perdure encore aujourd'hui sous d'autres formes, mais il existe. Enfin, il existe toujours sous forme d'esclavage, parce que l'esclavage même réel existe toujours, malheureusement, sur notre planète actuellement. Mais il y a d'autres formes d'esclavage, l'esclavage prolétarisé, et ainsi de suite, qui est la condition de l'homo occidentaliste actuellement, de la plupart. Voilà, donc on s'est rendu compte que ce progrès était quand même un doux rêve qu'on nous vendait, mais qui L'esclavage, il faut rajouter les génocides. Oui, c'est important. Et les famines provoquées, qui ont aussi provoqué dans le monde colonial des dizaines de millions de morts, mais des famines provoquées ou du moins qui n'ont pas été soutenues, parce que ça peut être des famines climatiques. Oui, mais dans lequel il y a une action anthropique finalement qui est importante pour expliquer. Que si on avait laissé faire normalement, ça aurait pu être évité, en tout cas minimisé. Oui, mais ça, on ne va pas rentrer là-dedans, mais effectivement. Donc c'est quand même l'ombre des Lumières, ce que j'appelle l'ombre des Lumières. Oui, il y a une grosse ombre des Lumières, ça se demandait d'ailleurs si... Et c'est toujours pareil, hein, quand le monde te vend quelque chose, très 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 souvent... En fait, il faut y comprendre l'inverse de ce qui est vendu. C'est-à-dire que je pense quand même qu'on est dans un monde de valeurs fortement inversé. Oui. Et là, on le voit encore, parce que le besoin de revendiquer à ce point-là que ce sont les lumières, puis on nous assène les lumières, ça ne sera pas bon. Parce que si elles étaient si lumineuses que ça, on n'aurait pas besoin de les revendiquer comme des temps des lumières. C'est un peu comme quand quelqu'un te dit c'est un génie, c'est un génie. Si c'est un génie, il s'impose de lui-même, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, il y a une petite... Donc on avait commencé dans notre épisode 5 à terminer tout ça et on avait basculé dans le 19e siècle. Siècle de Pasteur, donc. Le siècle de Pasteur, le siècle de Béchamp. De Darwin. De Freud. On avait montré à quel point finalement on parle beaucoup de Béchamp, mais on a très peu sur lui. Parce que l'histoire l'a oublié volontairement, délibérément. C'est un projet politique, historique et politique, d'oublier cette personne. Mais que quand même on pouvait retenir de lui qu'il avait dessiné un chemin, tracé les contours d'un rapport au vivant qui était en rupture fondamentale avec l'approche de prédation et de guerre que nous proposait Pasteur, et que cette approche-là avait été complètement ignorée. Voilà, ignorée, passée sous silence, et que l'approche de Pasteur avait été mise en avant parce qu'elle servait un projet politique. C'était un peu l'idiot utile du système, d'une certaine manière. Un effort de guerre, on pourrait dire, peut-être ? Un effort de guerre. Un effort de guerre, on pourrait dire. L'épisode suivant, l'épisode numéro 6, on a fait là une première pause en commençant à discuter, plus qu'en discutant, en établissant la nature des relations dans le vivant, et en montrant que le paradigme de Hobbes ou de Pasteur, c'était la prédation, que finalement ce n'était pas vrai,
donc d'autres avaient avancé beaucoup plus une approche plutôt de symbiose, et qu'en vérité, c'était ni l'un ni l'autre comme des absolus, mais que c'était une palette de possibilités, et une palette de possibilités qui, pour même deux organismes en relation, pouvaient varier au cours de leur relation. À chaque instant. À chaque instant. C'est que c'était pas établi. C'est pas tel va être prédateur, l'autre va être symbiotique. Non, c'est en fait, au cours de leur vie, ils vont développer des relations symbiotiques, des relations de prédation. Ils peuvent même au même moment avoir des relations de symbiose avec certains ou de prédation avec d'autres. Enfin, voilà, c'est extrêmement varié. Ça donne une palette de possibilités. Et c'est toujours pareil, on retrouve ce non absolu du vivant, finalement, ce flux. Ce flux permanent du vivant. C'était notre conclusion. Voilà, c'était notre flux continu de métamorphose. En fait. Un flux continu de métamorphose qui pose toujours le problème qu'on avait posé déjà dans ces deux épisodes-là, la question de l'observation et des limites de l'observation. L'observation qui à un instant T va figer et qui quelque part invalide déjà la réalité de ce qui est observé. On observe un instant figé, or cet instant figé ne rend en aucun compte de la réalité, puisque la réalité c'est le mouvement. La métamorphose permanente, le mouvement, oui. La réalité, c'est la vie. Et la vie, si on l'arrête, c'est plus la vie. C'est plus la vie. C'est plus la vie. Donc en fait, on observe, en tout cas, les méthodes qui nous sont proposées actuellement ne sont pas des méthodes d'observation de la vie. Et d'ailleurs, tu l'avais mis en avant pour expliquer pourquoi, par exemple, Béchamp avait été à même d'observer des éléments que Pasteur n'avait pas observé et que d'autres n'avaient pas observé. D'ailleurs, tu avais dit, mais peut-être simplement d'abord parce qu'il travaillait à partir de tissus vivants et non pas à partir de tissus morts. Isolés, sélectionnés, séquencés, ainsi de suite. Oui, fixés, voilà. Tout à fait, oui. Donc, et puis, il y a, si tu veux, il y a ce qu'on ne peut pas observer parce qu'on n'a pas les moyens sensoriels ou cognitifs. Et puis, il y a les interprétations qu'on fait, c'est ça qui est très important. Les interprétations qu'on fait de ce qu'on observe sont faites en fonction d'attentes, qui sont des attentes souvent politiques ou économiques ou sociales, mais on a des attentes, on a des croyances et on va projeter quelque chose qui va servir un discours, un autre discours. Voilà. Donc on se sert de la biologie pour justifier, par exemple, on a parlé, je pense, du néo-darwinisme, je ne sais pas si on a prononcé ces mots-là, mais c'est-à-dire le darwinisme social, qui pense justifier les inégalités dans le monde en disant mais regardez dans le vivant, tout le monde bouffe tout le monde, il y a des prédateurs, il y a des forts et des faibles, et des aptes et des... Alors que ça c'est faux. En fait, sur le darwinisme, on l'a dit, c'est une théorie par défaut, ils ne savent pas comment définir autrement l'évolution du vivant que par le darwinisme, alors que c'est une théorie complètement inachevée, inaboutie, et qui a pleine de contresens, quoi. Voilà. Oui, et donc en fait, il faut toujours faire le lien entre la manière dont on observe le vivant et ce que font les biologistes et comment on l'interprète pour servir nos intérêts. Voilà. Et donc si on se remet dans ce flux, je pense qu'avec le sujet d'aujourd'hui, on va pouvoir, grâce à tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent concernant l'écologie planétaire des microbes, leur omniprésence partout autour de nous, à l'intérieur de nous, on a dit, on vit dans un brouillard microbien permanent qui nous traverse en permanence. À travers nos relations avec tout ce qui est autour de nous, à travers la nutrition, à travers la sexualité, à travers tout ça, on est traversé par ces microbes, ou la respiration. Et donc voilà, on va essayer de comprendre à partir de tout ça, ce qu'on a posé un peu, qu'on reposera s'il le faut. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi une épidémie? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Voilà, moi, il y a des mots-clés là que j'aimerais bien qu'on évoque, le mot épidémie, le mot contagion. Oui. On va revenir sur tout ça. Qu'est-ce que c'est que la contagion? Parce qu'en fait, on revient avec la contagiosité, la contagion, on revient sur un dogme pasteurien, qu'on aura l'occasion, je pense, dans un ou deux épisodes, de démonter les dogmes, les démonter, les déconstruire et voir ce qu'on peut mettre à la place. Ça sera plus tard, je pense que ça sera quand on parlera des héritiers de Béchamp, etc. Oui, c'est l'épisode 9. Oui, voilà. Donc ça, on va revenir à tout ça. Ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, je pense, c'est en définissant l'épidémie et la contagion. Pour moi, ce sont des termes qui génèrent de la peur, forcément. Et on fait en sorte d'entretenir cette peur parce que, grosso modo, si tu maintiens les gens dans l'anxiété, dans la peur et que tu leur promets une sécurité, tu vas pouvoir les contrôler. Bon, ça, on va y revenir dans cet épisode-là. C'est ce que Michel Foucault appelait le biopouvoir, biopolitique biopouvoir, c'est-à-dire un pouvoir sur les corps. Comme à une autre époque, avant le rationalisme, avant le siècle des Lumières, les religions ont eu un pouvoir sur les âmes, si tu veux. C'était quand même une manière aussi de manipuler les gens, les religions. Donc, on définit les épidémies, c'est OK pour toi? Ah, c'est parfait, on attaque direct. Alors, une épidémie, en termes de définition tout à fait officielle et conventionnelle, c'est une circulation microbienne rapide, intense, dans une population animale ou humaine,
qui va provoquer, parce qu'autrement on n'appellerait pas ça une épidémie, après on pourra aussi définir ce qu'on appelle une pandémie, parce qu'on a, avec l'épisode Covid, on a tout mélangé. Oui, il fallait aller dans la surenchère des oui, termes. c'est ça, voilà, C'était c'est ça. la guerre, la complète. pandémie, on y allait, enfin, fallait en foutre plein la vue. Il fallait surtout bien provoquer une belle peur, voilà, et donc on a donc cette circulation. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisqu'on avait dit précédemment que de toute façon, la circulation microbienne elle est permanente et qu'elle nous traverse en permanence. Donc on vient de dire c'est une circulation microbienne intense oui, parce que, en fait, dans une population humaine ou animale. Donc en fait, on n'a pas parlé d'épidémie pour l'instant, on parle de ce qui est normal. Oui, mais cette définition de l'épidémie, elle s'appuie quand même sur le dogme de la stérilité du milieu intérieur, même si on n'arrive plus à l'assumer parce qu'on sait que c'est faux. Elle s'appuie là-dessus, mais ce qu'il faut rajouter Elle pour définir s'appuie de manière inconsciente là-dessus. Elle s'appuie là-dessus, mais il faut rajouter qu'on va avoir apparition d'une morbidité, c'est-à-dire des gens qui tombent malades. Ça aussi, on va définir tout ça. Et évidemment, il peut y avoir, selon les épidémies, et il y a eu, il ne faut pas se le cacher, une forte mortalité. Voilà. Donc, l'épidémie n'est pas définie uniquement par un flux microbien, elle est définie par le fait qu'il y a de la morbidité et de la mortalité. Donc, si ça te va, la première question que j'aimerais qu'on se pose, tous les deux, et à laquelle on essaye de répondre, c'est comment se fait-il si Pasteur définit le monomorphisme bactérien, c'est-à-dire qu'il dit il y a des spirochètes, il y a des staphylocoques, il y a des streptocoques. Et ils restent toujours les mêmes. Et j'ai dit dans le précédent épisode qu'on en découvre sans arrêt. Sans arrêt de nouvelles familles microbiennes. C'est incroyable. C'est un monde immense qu'on connaît très très mal. Donc si on est dans le monomorphisme, première chose, donc l'inverse des théories de Béchamp. Et si en plus on dit que certaines familles sont pathogènes, mais de manière essentielle, c'est-à-dire elles sont pathogènes. C'est leur nature. Ça veut dire, je pose la question, comment se fait-il qu'une épidémie, avec de la morbidité et de la mortalité, va apparaître à un certain moment, dans une certaine population, pas avant, pas après, elle va disparaître naturellement, parce que toutes les épidémies se sont terminées naturellement, elles ont été plus ou moins longues, mais elles se sont terminées naturellement. Comment ça se fait que ça se déclenche à ce moment-là dans cette population-là? Et là, il y a une interrogation, parce que tu te dis, attends, on nous dit que le microbe est pathogène, on nous dit que la contagion, ça veut dire qu'on va se le transmettre les uns aux autres. Comment se fait-il qu'avant, ce pathogène n'était pas pathogène, n'a pas déclenché une épidémie? Donc, il y a bien... Alors on va te dire, c'est parce que quelqu'un l'a ramené d'ailleurs dans cette population. Ça ne suffit pas. Parce que oui, bien sûr qu'on va dire ça. Par exemple, à partir du moment où on a eu des voyages, l'expansion ultramarine, ces grands voyages d'abord des Portugais, des Espagnols, puis après petit à petit les Français, les Hollandais, les Anglais, etc. On a vu qu'au XIXe siècle, les empires coloniaux, c'était surtout les Anglais et les Français. Il y avait aussi les Hollandais quelque part, etc. Voilà. Bon, bref, il va y avoir des mélanges de populations, donc des mélanges microbiens, bien évidemment. Et oui, il peut y avoir des ajustements qui vont se traduire par des maladies. Ça c'est OK. Mais c'est pas... ou alors, on va dire, voilà, c'est transmis par les rats, comme la peste, etc. Alors, puisque j'ai posé la question, comment ça se fait que ça se déclenche? Parce qu'on va essayer de répondre quand même. À ce moment-là, dans cette population-là, et quelles sont les conditions qui vont faire que ça va s'arrêter? Deuxième question, qui est corrélée, comment ça se fait que tout le monde ne meurt pas? Et voilà. Comment ça se fait que dans une même population, certains vont être asymptomatiques, d'autres vont être symptomatiques. Et d'autres vont mourir. Donc il y a bien une espèce de régulation qui n'est pas pour moi, bien sûr, de l'ordre de, si tu veux, il ne faut pas oublier, on va en reparler sûrement, mais avant, on va dire, allez, je pense jusqu'au XVIIIe siècle quand même, hein, en grande partie dans les populations rurales, hein, on va dire, c'est le fléau de Dieu quand même. Hein. C'est une punition divine, donc c'est lié à la culpabilité, au péché, c'est comme ça, il y a ça. Puis tout d'un coup, on découvre les microbes au XIXe siècle, on dit ben non, voilà les responsables. Sans se rendre compte, je voudrais juste glisser là, il faut quand même se rendre compte qu'au XIXe siècle, on ignore la génétique, on ignore l'immunité, l'immunologie, on ignore complètement ça. Oui. Donc on ignore totalement quels sont les mécanismes de régulation de nos rencontres avec les micro-organismes. Oui. Donc voilà, comment ça se fait? Alors, donc si ça ne se déclenche pas n'importe où, n'importe quand, et si tout le monde ne meurt pas, c'est qu'il y a d'autres paramètres à prendre en compte. Ce qu'on peut poser, je pense, qu'on peut poser dès à présent, c'est que on a refusé de prendre en compte ces paramètres. C'est-à-dire, on a refusé de considérer, peut-être parce qu'on n'en avait pas les moyens à l'époque, quoique, bon, Béchamp a ouvert, pour moi, des perspectives énormes, mais lui-même, en tant qu'homme Béchamp du XIXe siècle,
n'avait pas la capacité, je pense, de développer comme nous, on utilise oui, parce qu'il y avait des éléments que lui-même n'avait pas. Oui, bien sûr. Donc on va essayer de comprendre, de répondre à toutes ces questions-là. On peut donc, si tu veux, parler d'épidémies particulières, mais surtout, pour moi, revisiter, interroger, critiquer toutes ces théories, si tu veux, qui se sont installées en dogmes, donc les fameux dogmes pastoriens, et pourquoi on s'est refusé absolument à considérer l'autre volet qui peut être appelé, par exemple, face au monde microbien, ce qu'on appelle notre terrain. Oui. Bien évidemment, le terrain biologique, on peut parler de notre immunité. Et donc, quels sont les facteurs de l'immunité? Qu'est-ce qui fait qu'on a une immunité bonne ou mauvaise, oui. Pour parler simple. Et donc, pour moi, ce qui sont les paramètres premiers qui va faire que certains vont être malades, d'autres pas. Est-ce qu'il n'y a pas des paramètres aussi, individuels bien évidemment, collectifs, dans ce que j'appellerais des conflits, pas seulement au sens guerrier, des conflits psycho-émotionnels, des situations, si tu veux, sociales ou politiques ou économiques intenables. Et on va commencer à s'interroger, en ce qui nous concerne bien évidemment, sur les facteurs anthropiques, qui seraient très très facilitants, voire même déclenchants, d'une activation microbienne, c'est-à-dire on change de discours, on change de mots. Je vais parler d'activation microbienne, c'est-à-dire ils sont là tout le temps. Et ils ont toujours été là. Ils sont en flux continu métamorphique, dans le sens où on a parlé de cette sexualité bactérienne qui se fait par des échanges très simples de gènes. On n'a pas encore vraiment défini le monde viral, mais on peut le dire en 2 mots. Ce sont les transferts d'informations qui se font par les virus. Donc le monde bactérien en permanence nous informe de ce qui se passe autour de nous et on va lui donner une certaine volonté qu'il n'a pas, tente de nous adapter par des transferts de gènes à des situations imprévisibles et souvent d'origine anthropique. Donc déjà on voit se dessiner là, comme ça, on dessine un sens de la maladie. Oui. Un sens de la maladie à la fois dans une signification. Quel est le sens du déclenchement d'une maladie, quelle qu'elle soit? Rappelle-toi, on a dit dans l'épisode différent qu'aujourd'hui, 70% à peu près des maladies qui atteignent l'humain et ses animaux domestiques ne sont pas infectieuses et bactériennes ni virales. Il faut quand même le savoir, donc on peut se demander, après, hors champ, si tu veux, pourquoi tant d'autisme, pourquoi tant de dépression, de schizophrénie, de maladies cardiovasculaires, d'AVC et compagnie, diabète, obésité, etc. Oui, et puis pourquoi Est-ce que les microbes sont responsables de ça? Oui, pourquoi le discours, si on est d'accord que finalement au moins 2/3 des pathologies modernes ne peuvent pas être reliées à des microbes, parce que je dis bien qu'on a une tentative de tout relier à des microbes, pourquoi une telle focalisation sur le microbe comme facteur de maladie, alors qu'en vérité, même si c'était vrai qu'il était facteur, il ne serait facteur que pour un tiers, de toute façon. Alors il serait facteur pour un tiers, d'accord, mais là tu poses, mais c'est bien de le dire, on se pose un peu dans un système pasteurien, où dans certains cas ce sont des maladies infectieuses, des bactéries par exemple qui sont pathogènes, pathogènes ça veut dire qui rend malade, c'est ça que ça veut dire, et encore une fois on ne s'interroge pas pourquoi lui et pas moi, etc. Et surtout là, ce que je vois apparaître avec ces maladies qui ne sont pas microbiennes, des maladies de civilisation, etc., c'est qu'on est totalement, depuis qu'on a désigné comme bouc émissaire le microbe dans les maladies, dans les épidémies dont on va reparler, il y a un déni complet des causes anthropiques. C'est-à-dire, alors on va se le dire là, puis après on y reviendra, etc. Est-ce que les maladies, quelles qu'elles soient, microbiennes dans les épidémies ou autres, ne seraient pas liées à des facteurs politiques, économiques, sociaux, par exemple la pauvreté, les famines, l'esclavage, la dette, etc., qui va générer une forme d'anxiété continue. Et donc d'affaiblissement immunitaire, d'affaiblissement du terrain. Donc l'immunodépression, encore un terme à définir. Qu'est-ce qui provoque une immunodépression? C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que sur un terrain qui serait considéré préalablement sain, on prend l'hypothèse, qu'est-ce qui fait que ce terrain à un moment donné va se dégrader et va devenir, donc on va générer une immunodépression, donc une sensibilité particulière au développement microbien. Quels sont les facteurs de ça? Et là, je viens de citer des facteurs collectifs qui existent depuis le néolithique, on est bien d'accord, sédentarisation, domestication, entassement, esclavage, pauvreté, etc., etc. Donc ça, ce sont des facteurs anthropiques. Mais on peut considérer aussi, si tu veux, et je vais le répéter, que la peur ou l'anxiété dans laquelle on nous maintient pour avoir du pouvoir sur nous,
provoque une immunodépression. C'est-à-dire on fait le lit de nos maladies. Mais est-ce que tout le modèle sociétal, qui est un modèle de contrôle, hein, de contrôle par la peur, totalement. Par le carotte et le bâton, est-ce qu'en lui-même, c'est pas une société immunodéprimante? Absolument. Dans l'immunodépression, il y a dépression. La dépression aujourd'hui est une maladie de la civilisation occidentale. Oui. Voilà. Donc, et de la France en particulier. Et là, on voit apparaître petit à petit un monde des paramètres qui nous montrent, si tu veux, que des facteurs anthropiques, et depuis fort longtemps, mais on a vu qu'il y avait une grande accélération aussi, hein, qui vont générer, pour moi, qui font le lit de la maladie. Donc il y a des conflits qu'on peut appeler existentiels, psycho-émotionnels, qui sont individuels. Bien sûr, la nutrition, le fait de vivre en ville, de perdre l'accès à l'obscurité, au silence, à la lenteur, etc. Tout oui, ça au sens aussi de son activité. Le fait de ne plus avoir des activités qui font du sens, d'être juste un petit pion dans un rouage dans lequel il n'y a plus de passion, il n'y a plus de... Voilà. Il n'y a plus même de sens, d'envie d'exister. On va avoir, si tu veux, une situation où on va replacer tout ça, mais dans un système de régulation, dans l'écologie planétaire des microbes, il va y avoir des régulations. C'est-à-dire que là, on s'avance un peu vite, c'est comme si on posait un plan et un programme, hein, qui sera développé ou pas dans cette vidéo, on n'aura peut-être pas le temps. C'est-à-dire le fait qu'il y aurait, via les microbes qui sont là depuis 4 milliards d'années, qui ont tout construit, qui ont construit la cellule eucaryote, qui ont permis le développement du monde animal et végétal dans son entièreté, et qui participent de manière négantropique à la maintenance de cette biosphère, est-ce qu'il n'y aurait pas des régulations qui font que, parce qu'on est allé trop loin dans la dégradation des terrains individuels et collectifs, il y aurait des épidémies. Et que le sens, ça ne serait pas le fléau de Dieu ou le pas de chance, ou de toute façon ils sont pathogènes, ils sont contagieux, donc de toute façon on ne peut rien faire, sauf que au lieu dans le déni total des causes anthropiques, on va par contre mettre en place des mesures d'éloignement, de distanciation par rapport au monde. Donc des mesures anthropiques. Folie. Des mesures anthropiques. Oui, et puis comme tu l'as dit tout à l'heure, dans le déni total, on n'a pas du tout un monde stérile à l'intérieur de nous. Donc la mise à distance, c'est même pas la peine, il faudrait sortir de la planète, quoi. Je veux dire, voilà. Ça, c'est impossible. Mais on va mettre à distance comment? Tu l'as déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire notamment le biopouvoir, ça va passer aussi par une généralisation et un abus complètement délirant des antibiotiques, depuis le plus jeune âge. Depuis le plus jeune âge, chez un enfant, le moindre petite bronchite, rien du tout, hein, ils ont des antibiotiques, et bien sûr les vaccins. Oui, et puis les vaccins, pareil, dès le plus jeune âge. Voilà, dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge. Donc des mesures de distanciation dont non seulement, on est totalement dans le déni des causes anthropiques, des maladies dites infectieuses et des épidémies, mais en plus, on va mettre en place des moyens de distanciation, d'évitement, qui sont hautement pathogènes, sans aucun principe de précaution. Aujourd'hui, c'est absolument aberrant. Après, allez, on va dire, oui, on dépasse on est allé. Si on parle les antibiotiques à partir de la Seconde Guerre mondiale, hein, oui. Et puis si on parle des vaccins, depuis avant, hein, les vaccins, ça a commencé avant. On a dans le monde conventionnel, officiel, les experts, etc. On n'a aucune considération pour les effets secondaires possibles à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que c'est une non-question. C'est un déni. Alors, est-ce que c'est un déni, une espèce de biais cognitif, parce qu'on est dans l'incapacité de prendre en compte les facteurs anthropiques? Est-ce que c'est pas associé aussi au fait que cet abus des antibiotiques et des vaccins, mais aussi de bien d'autres choses, permet de maintenir un pouvoir et de gagner beaucoup d'argent? Big Pharma. Donc là, je crois qu'on a ouvert un débat qui est considérable. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a une forme d'immaturité et de déni telle que, par exemple, quand là, actuellement, c'est presque impossible de ne pas constater les effets délétères de cette politique de l'antibiotique à foison. On sait maintenant qu'on a de moins en moins d'antibiotiques qui marchent, entre guillemets, qu'on a vraiment des familles de ce qu'ils appellent des superbugs. En fait, on a fait de la sélection naturelle de bactéries hyper résistantes. Et là, d'un seul coup, tu as les médecins qui te disent « Mais attention, monsieur, les antibiotiques, c'est pas automatique. » Donc, ils te font la leçon quand les gens vont les voir pour leur parler d'antibiotiques. Alors que c'est eux qui, pendant des années, ont asséné aux gens à moindre problème, antibiotiques. Donc, il n'y a même pas cette humilité et cette humilité de dire putain, peut-être qu'on est allé trop fort et trop loin, et qu'en fait on n'a pas réfléchi, et qu'on a fait de la merde. Et il n'y a pas cette humilité, et là d'un seul coup ils viennent te donner la leçon en te disant ah, mais les antibiotiques c'est pas automatique. Mais évidemment que c'est pas automatique, mais en fait c'est ce que tu as fait pendant des années. Donc il n'y a même pas cette sagesse, tu vois, de se dire ok, on a merdé, on se pose et on réfléchit. Et pour moi elle est nécessaire cette posture d'humilité, parce que c'est celle qui nous permettra de ne pas reproduire la même erreur encore et encore et encore.
Et là, le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas, puis le monde microbial, lui, il n'en a rien à faire, si tu veux, il s'est très bien adapté à tout ça. Oui. Parce qu'en fait, ils n'ont pas, évidemment pas d'état d'âme. Il faut imaginer vraiment, moi j'aime bien appeler ça l'écologie planétaire, c'est-à-dire leur rôle dans l'écologie planétaire, ils s'adaptent. Donc ils vont, au sens le plus simple, sont pas on va en danger. développer des résistances. Ah non, mais au contraire, nous on fait de la musculation de microbes là. Oui, 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 oui. Non mais c'est pour ça, moi je rigole chaque fois, il ne faut pas m'aborder dans la rue, là, les jeunes de Greenpeace qui viennent m'aborder, est-ce que monsieur, est-ce que vous voulez donner pour sauver la planète? Je dis non, c'est pas la planète qu'il faut sauver, la planète, elle n'a aucun problème, elle est en adaptation permanente, à la limite il faut sauver l'humain s'il le mérite, mais c'est tout, mais pas la planète, il n'y a pas de problème de ce côté-là. J'ai aucun doute quant à la possibilité pour le monde microbien de survivre à n'importe quoi, y compris à des hivers nucléaires, enfin je veux dire, la capacité d'adaptation de ces micro-organismes est Et totale. même d'organismes un peu plus évolués. Oui. Je veux dire, les tiques, les scorpions, je veux dire, ils ont une capacité aussi à gérer la radioactivité, etc. Nous, en fait, on est en train petit à petit, j'ai l'impression, si tu veux, de replonger dans notre vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on s'est tellement protégé, Oui. on s'est tellement mis en sécurité par rapport au monde. Tellement isolé du monde. Tellement isolé, mais tellement toujours ces mesures de sécurité complètement délirantes, avec derrière du pouvoir. Il ne faut pas oublier ça. Il y a un biopouvoir derrière. C'est-à-dire, il y a c'est une manière de tenir les gens et d'avoir du pouvoir sur eux. Mais on est en train de basculer très vite. Très vite, on va retrouver notre vulnérabilité. Donc effectivement, je pense qu'on a beaucoup parlé de bifurcation. Là encore, on va poser peut-être des moyens de bifurquer. Donc il y a eu des épidémies depuis très très longtemps, mais à ma connaissance, on commence à parler d'épidémie à partir du moment où on sédentarise les gens dans des villes, etc. Donc il y a un entassement. Et si tu veux, les premières épidémies, parce qu'on a parlé, on nous a bassiné amplement avec le terme de zoonose avec le Covid. Une zoonose, ça serait une maladie qui est partagée entre les animaux et l'humain, ou certains animaux et l'humain, mais comme par hasard, on dit toujours transmise de l'animal à l'humain, bien sûr. Alors que historiquement, on a transmis des maladies, entre guillemets, hein, il y a eu des régulations qui venaient de nous vers l'animal, donc les animaux domestiques. Donc tout ça s'est mélangé. Avec les animaux domestiques, on a trouvé une forme d'équilibre. Mais les épidémies, pour moi, j'ai quelques dates là, 500 ans avant Jésus-Christ, alors on dit avant notre ère maintenant, il y a eu des épidémies. Et si tu regardes historiquement, je ne me suis pas penché longuement sur le problème, je ne suis pas historien, mais il y a quelques exemples qui montrent très bien, depuis l'Antiquité, et après on pourrait prendre un exemple avec la guerre de 14-18, c'est qu'il y a une corrélation très nette de certaines épidémies avec des gros désordres collectifs, sociétaux, économico-sociaux, tu vois. Et donc, comme par hasard, en même temps, il y a des épidémies quand même. Je veux dire, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, qui dit événements comme ça, là, je viens d'évoquer, j'évoque plutôt des guerres, mais ça peut être des guerres civiles, des guerres mondiales, ça peut être des troubles sociaux, ça peut être la misère. La famine. Et les famines. Donc, on avait vu dans l'épisode précédent qu'il y a eu dans le 19e siècle, qui suit le siècle des Lumières, on rentre dans l'humanisme, etc., que notamment les empires coloniaux et notamment les Anglais, pour ne pas les citer, ont facilité des famines qui se produisent, qui se sont toujours produites plus ou moins par un régime climatique, comme on a parlé d'El Niño, etc. Oui, sauf que l'humain amplifie ça. Si par exemple tu as des sécheresses dans une certaine partie d'un pays, on dit ça rapidement, on peut très bien aller chercher du grain quelque part où il y en a et le ramener là. Le commerce international qui commence avec Christophe Colomb, hein, 16e siècle, mais là on est dans l'Empire britannique, va prendre ces réserves de ces pays qui sont colonisés, les ramener en Europe pour les vendre très très cher. C'est-à-dire que ça devient complètement inabordable pour les pauvres. Si tu es dans un état de carence qualitative, de misère, de pauvreté, de déshérence complète à tous les niveaux, tu as une profonde immunodépression. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des épidémies. Et l'épidémie devrait nous dire, bon après on va en parler hein, si tu veux, la variole, le choléra, la peste, etc. Mais l'épidémie, elle nous dit quoi? Elle nous dit, parce qu'elle nous dit quelque chose. C'est un signe. Et elle nous transmet de l'information. Elle nous transmet une information. Et pour moi, l'information, c'est il y a un déséquilibre quelque part. Il y a un déséquilibre quelque part. Mais ce déséquilibre, vous avez la possibilité, ensemble, collectivement, à travers vos choix sociétaux, de le modifier. C'est-à-dire que le but, c'est pas d'essayer de les contrôler, on va revenir à tout ça avec des antibiotiques ou des vaccins, mais de le contrôler en changeant nos modèles sociétaux. Il est bien évident que depuis la nuit des temps, ce n'est pas l'intérêt des élites de changer les modèles sociétaux. Il faut toujours qu'il y ait des dominants, des dominés, il faut qu'il y ait des élites. L'élite étant issue de ce modèle, elle ne va pas scier la branche sur laquelle elle est assise. Voilà. Et aujourd'hui, il faut quand même le savoir, tout le monde le sait. C'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple historique. Chez les Grecs, il y avait alors que c'est pas,
je pourrais dire que, comme par hasard, tous les grands philosophes sont des hommes. En fait, on pourrait dire blablabla. J'ai pas une affection inconsidérée pour le modèle grec, hein, puisque la cité grecque, c'est un tiers d'esclaves. Enfin voilà. Bon bref, ça, on a déjà parlé de ça. Mais entre les citoyens, ceux qui sont citoyens, donc des hommes blancs, donc pas étrangers. Le métèque, c'est quelqu'un, tu vois, qui vient d'ailleurs, etc. Les esclaves. Entre les citoyens, ils faisaient en sorte, par une régulation qu'ils avaient mis en place, que la différence entre le plus pauvre des citoyens et le plus riche des citoyens soit sur un facteur 1 sur 4. D'accord. Il n'y avait pas des gens 4 fois plus riches que d'autres. Pas plus. Pas plus que 4 fois Après, plus. il y avait des mesures de régulation. Aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre en tête, mais prends les plus grandes fortunes individuelles du monde et fais le rapport avec les gens les plus pauvres du monde, c'est des milliers de fois, des dizaines de milliers de fois. Oui, des millions de fois même. Ça prend une ampleur, mais complètement hallucinante. Bon, après, on va pas. Ces chiffres, bon, je ne les ai pas en tête, mais disons, les 10 personnes les plus riches du monde ont autant de richesse que 50% de la population mondiale. Enfin, je veux dire, bon, voilà, on est dans une aberration totale. Donc l'épidémie, pour moi, elle vient nous dire, elle nous interroge, elle nous interpelle, et c'est vachement intéressant à partir du moment, à un moment donné, on va peut-être parler un petit peu de ce qu'on nous a imposé comme mesure récemment par rapport au Covid. On peut. Qui a été défini, moi, attention, hein, pas par moi, hein, comme une épidémie, et voire une pandémie, puisque c'était censé être mondial. Une épidémie est localisée, alors que là, oui, la pandémie, c'est la taille. Localisé, c'est la taille qui les distingue. C'est la guerre mondiale. Oui, pandémie, c'est partout. Partout. De toute façon, la Pangée, c'est le tout. Et donc, en fait, si tu veux, on n'a toujours pas compris. Mais en même temps, c'est très simple à comprendre. Je viens de le dire. C'est pas de l'intérêt des élites de dire, mais oui, on est dans un modèle sociétal complètement inégalitaire où on a besoin de maintenir notre pouvoir sur tous les corps vils en dessous de nous, en les endettant, en faisant des consommateurs compulsifs, etc. etc. On ne va pas changer ce modèle-là, puisqu'il nous enrichit considérablement. On va même continuer à s'enrichir quand ils sont malheureux, quand ils sont malades, en leur faisant bouffer des médicaments et des vaccins qui vont les rendre encore plus malades. Donc si tu veux, eux, ils sont dans leur logique, il n'y a rien à dire. Mais nous, on est en capacité d'interroger ça et de dire, mais non, mais nous, on n'est pas d'accord. Souviens-toi, les trois définitions de la liberté, là-dedans. Ouais, par David Graeber. Ouais. Déjà, de fuir ça, dire je me barre, moi, votre histoire, ça ne m'intéresse pas. Deuxièmement, de désobéir. Non, moi, vos vaccins, vos médicaments ne m'intéressent pas. Je désobéis, j'en veux pas. Je ne veux pas porter le masque, je ne veux pas avoir un pass sanitaire, etc. Et troisièmement, ben oui, mais à partir de ça, on va changer notre modèle sociétal, parce que c'est vous les responsables. Et comme l'ont dit d'autres, c'est pas moi qui invente ça, ceux qui sont la cause du problème ne peuvent pas être la solution. Donc voilà, c'est à nous de bifurquer et de changer notre vision du monde. Et pour ça, il faut démonter tout ça, et ça part de la biologie. Donc, si on revient à notre épidémie, j'ai parlé tout à l'heure, on en parlera si tu veux, des épidémies de variole, de typhoïde, etc. dans l'Antiquité, mais par la guerre de 14, la fameuse grippe espagnole a fait beaucoup plus de morts que la guerre. À partir de 1918, puis pendant 2-3 années, on a eu entre 80 et 100 millions de morts dans le monde. Si tu vas vers du décodage biologique des maladies, ce qui n'est pas mon pain quotidien, mais c'est quelque chose que j'ai étudié, qui m'intéresse, parce que ça veut dire qu'on essaye de donner du sens. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Du sens, à la fois une signification et une direction. On venait d'avoir quand même un énorme conflit de territoire. Est-ce que, dans le décodage des maladies, on ne pourrait pas dire que cette grippe était le solutionnement d'un énorme conflit de territoire qui arrive en fin de guerre sur des populations épuisées, immunodéprimées, malnutries, et ça fait du ménage. C'est-à-dire qu'au-delà des je ne sais pas combien de dizaines de millions de jeunes hommes qu'on a envoyés se faire tuer pour des causes qui ne les concernaient pas, on a eu en plus le bonus de 100 millions de morts, comme dans un énorme système de régulation. Et quand tu vas voir, il y a des exemples historiques, ils sont fréquents, où tu peux associer de manière étroite un conflit collectif humain, purement humain, complètement anthropique, avec une épidémie. Donc la contagion, on sait qu'on est contagieux les uns avec les autres à longueur de journée. En permanence. On échange des microbes dont, soi-disant, nous fait-on croire des pathogènes. Pourquoi on n'est pas malade? Pourquoi on ne meurt pas? Puisqu'il y a les pathogènes sont là. Donc avec Béchamp, on sait maintenant que ces pathogènes sont occasionnellement pathogène, et que le fait de le devenir serait plutôt lié à un désordre anthropique, et non pas quelque chose qui est essentialisé, la pathogénicité. Tu vois, essentialisé, fixé. Fixé, la poser comme un absolu. Voilà.
Donc on va dire oui, mais par exemple, on va retrouver un discours officiel qui va dire oui, mais parce que toi, tu as une super bonne immunité, parce que tu manges bien, tu vis à la campagne, etc. C'est vrai, c'est un facteur qui Alors compte. pourquoi ne s'intéresse-t-on pas à cette immunité? Est-ce que c'est pas aussi parce que tu te mets hors conflit par rapport à des conflits anthropiques qui ne te concernent pas? Voilà. Et puis pourquoi ne s'intéresse-t-on pas à ces facteurs d'immunité? Pourquoi ne s'intéresse-t-on pas à ces facteurs psychologiques qui vont déterminer effectivement Mais on s'y intéresse. La réponse à cette question? C'est les gens qui ont le pouvoir qui ne s'y intéressent pas. Oui, voilà. Et comme à travers les manipulations, à travers, si tu veux, on en a vaguement parlé aussi, à partir du moment où il y a une diffusion de masse de l'information, hein, à travers, bon, bien sûr, c'est parti par l'écriture, l'imprimerie, et puis petit à petit, ça se diffuse. Il y a quand même la scolarisation, hein. La scolarisation, donc l'accès un peu à tout le monde à lire et écrire, j'ai rien contre, hein, bien sûr, ça dépend ce qu'on te fait lire. Et voilà. Mais à partir du moment où il y a cette généralisation-là, bien sûr, et que les médias très vite sont aux mains des élites, donc des gens très riches en fait, on va commencer à manipuler les gens et à fournir une information qui n'est pas forcément fausse, mais qui est complètement biaisée, et qui, en tout cas, qui n'est qu'une partie de la vérité. Rappelle-toi la phrase de Guy Debord, hein, qui est un situationniste. Guy Debord disait le vrai est un moment du faux. C'est-à-dire que ce qui est la vérité de Pasteur, la vérité d'un tel, c'est un moment ça va changer. C'est pas forcément notre vérité. Oui, c'est un reflet aussi de l'époque, c'est un reflet de tous les systèmes de croyances de l'époque. On recrée un système de croyance et avec des mécanismes absolument extraordinaires, si tu veux, qui sont à la fois à partir du 19e siècle, justement. L'individualisation, tu sais, Freud, on ne s'occupe plus des conflits collectifs, on s'occupe de nos petits problèmes, le rapport papa-maman, la naissance et tout ça, donc on va intérioriser. On tourne en rond sur notre nombril. Ouais, sur notre nombril, le développement personnel, sur des termes dont j'ai absolument horreur. Ah, c'est très bien. Je suis très très content d'apprendre ça, parce que moi aussi. Ah oui, le développement personnel, c'est... Donc individualisation, mais on va aussi... Donc, dans ce terme-là, on va mettre les gens en compétition. Hein, la guerre de tous contre tous, c'est les meilleurs qui gagnent, etc. Mais on va aussi les isoler. Et donc on va petit à petit les isoler de manière très, très simple, en développant cet individualisme effectivement, mais aussi par exemple, tout le monde devant sa télé, tout le monde dans sa bagnole, où il y a donc, on sépare les gens, et on va leur asséner à tous le même programme en fait, tu vois. Et Gunther Anders, qui est donc, tu le sais, je l'ai répété un million de fois, qui est un philosophe que j'adore du XXe siècle, il parlait de foules solitaires, c'est-à-dire il parlait de gens qui étaient... Pourquoi c'est des foules? Parce qu'ils sont tous confrontés à la même chose, comme une foule, mais ils vivent de manière solitaire. Ils sont tous solitaires, et ils vont regarder les mêmes choses. Et si tu veux, on a atteint un niveau de manipulation par les médias au niveau de la crise Covid, mais qui était absolument incroyable. Et ce n'est que du pouvoir, c'est-à-dire qu'on s'approprie le savoir, et ça c'est très important, hein, ce que je vais dire là, pour avoir du pouvoir. Donc ce savoir, on va désigner par exemple des experts, qui sont des experts universitaires, dont beaucoup, notamment pendant la période Covid, étaient corrompus, c'est-à-dire ils étaient liés à Big Pharma. C'est leur niveau de servitude finalement qui va les faire se faire propulser. Comment on appelle ça, tu sais, un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, voilà. Donc des experts, donc vous ne savez rien, vous êtes abrutis, la crétinisation des masses, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc vous êtes abrutis, vous ne pourrez rien comprendre. Donc nous, on sait. Sauf qu'eux, ils savent qu'ils vont te dire qu'il faut vous faire vacciner parce qu'ils ont des liens avec Big Pharma, etc. Donc ça, c'est d'une manière, si tu veux, de diffuser un savoir qui a été approprié, dont nous sommes expropriés. Donc nous, on nous l'enlève. Et donc là, on aboutit à un point, on a vaguement évoqué ça aussi, où ce savoir qu'on nous enlève, savoir-être, savoir-faire, savoir vivre ensemble, va être confié à des machines. Donc ça, c'est les intelligences artificielles, les algorithmes, qui vont décider à ta place que à travers tout le contrôle qu'on peut faire, à travers comment dire, les objets connectés, fais tout ce que tu veux, on va arriver, si tu as une machine qui va décider que tu vas être embauché ou pas, que tu es coupable ou pas, que tu dois prendre tel médicament ou pas. Et voilà. Et donc, il est grand temps de se rendre compte de ça. Et bon, donc là, tu vois, on s'est éloigné des épidémies et en même temps. Oui, non, on est complètement dedans. Parce que pour moi, il y a des épidémies émotionnelles aussi. Et la peur est une émotion hautement contagieuse. Hautement contagieuse. Tu vois, on parle de contagion par les microbes, mais la peur est contagieuse. Donc, à partir du moment où on met les gens dans la peur provoque systématiquement une immunodépression. Oui, un effondrement total. Donc en fait, on nous met en fragilité par rapport à notre environnement. Évidemment, la vie en ville, la malbouffe, voilà. Et puis, on va nous dire, voilà, si vous obéissez, si vous êtes vraiment obéissant, vous acceptez d'être soumis, servile, de manger ce qu'on vous propose à manger, de prendre tel médicament, de vous faire vacciner, nous, on va vous protéger. Donc, il y a cette double
si tu veux, c'est comme un double bind. D'un côté, si tu veux, on isole les gens, Oui. mais en même temps, il y a un pouvoir surplombant qui maintient tout ça, la masse, quoi, bien Groupé. Ouais, bien asservie. Et puis dès que tu essaies de Oui, donc c'est les sortir de foules ça, solitaires, t'es un c'est vraiment électron libre le et terme tu est te fais- adapté. voilà. Si tu sors de ça, tu es un complotiste, tu es un rebelle, tu es, dangereux, tu es un terroriste. Voilà. C'est-à-dire que la moindre pensée maintenant qui sort de la doxa, et plus, si tu veux, cette doxa est remise en question, et je pense que c'est fortement le cas, et d'ailleurs tu as énormément participé à travers tout ton travail à diffuser cette information, il fallait beaucoup de courage. Celui qui sort de ça, c'est la bête à abattre. C'est la bête à abattre, Surtout ouais. quand tu as des arguments, tu vois. Donc pour moi, le problème de l'épidémie, j'ai pas de problème avec les épidémies. Je me dis, le jour où on aura compris qu'il y a des causes anthropiques, alors c'est pas un monde, le meilleur des mondes, bisounours, je sais pas quoi, c'est juste que on va retrouver un équilibre avec tout ce qu'il y a autour de nous et le monde microbien. Il n'y a pas de raison de revivre des épidémies. Sans même parler de... Parce que ça je ne veux pas savoir dans cette discussion-là si tel ou tel microbe, virus était fabriqué dans un labo ou pas. C'est notre réflexion. C'est une autre réflexion. Mais notre sensibilité à ça, qu'est-ce qui nous a vraiment rendu malades dans ces crises-là? Est-ce que c'était le microbe? Est-ce que c'était parce qu'on était très affaiblis préalablement et on continue à nous affaiblir en continuant à nous affamer ou à nous faire peur, etc. Donc en fait, il va falloir à un moment donné quand même trouver d'autres responsabilités et prendre les nôtres surtout par rapport à tout ça, notre souveraineté si on peut dire. Alors, fort de ces réflexions, Eric, est-ce que tu permettrais qu'on passe en revue quelques-unes de ces grandes épidémies pour voir si on peut distinguer des conditions anthropiques qui auraient pu, alors on est toujours pareil, on est dans l'hypothèse, c'est la posture que l'on prend, hein, et c'est bien la différence, c'est que nous on n'affirme pas, on t'affirme que c'est les microbes qui sont responsables de tout, toi tu montres, et avec évidence que non, ça ne peut pas marcher comme ça, parce qu'en fait il y a des contre-arguments forts, comme par exemple pourquoi tout le monde n'est pas touché, pourquoi tout le monde n'est pas mort, pourquoi ça apparaît à un moment et ça disparaît à l'autre, et pourquoi ça ne revient pas ensuite, donc tout ça, ça permet d'émonter, mais nous on ne dit pas c'est comme ça, bien que moi j'ai mes convictions, et toi aussi certainement, mais on pose une hypothèse et on essaie de voir si ça pourrait matcher. Donc est-ce que ça pourrait matcher exemple avec la peste, le choléra, la typhus, alors, la variole, la grippe espagnole? moi j'ai noté, là j'ai besoin de mes notes, parce que en fait j'ai vas-y. pas ça dans ma tête, j'ai autre chose à faire de ma tête que ça, que d'avoir ça dans la tête. Mais tu vois par exemple, alors il faut voir aussi que le mot peste est un mot, si tu veux, valise un peu. Oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la peste. Ouais, de la même manière que, en fait, au Moyen-Âge, quand tu te grattais, on disait que tu avais la gale, mais en fait, ça pouvait être un eczéma, ça pouvait être n'importe quoi. Mais on disait que c'était les galeux, tu sais. Ah, je vais dire ça. Dès que je vais voir quelqu'un qui a de Les l'eczéma, je pouilleux. vais t'as la gale. Ouais, les pouilleux, les galeux. La gale. Donc la peste, c'est un terme un peu valise. Oui, d'ailleurs, on a parlé de pestiféré, donc il y a vraiment le pestiféré, c'est le rejeté. Voilà, c'est celui qui est dangereux pour les autres. Oui, puis ça peut aller jusqu'à des considérations qui sont finalement plus d'ordre psychologique ou moral. Voilà. Donc tu vois, un exemple, par exemple, la peste d'Athènes qui a priori était plutôt la typhoïde, ouais. Donc là, on est à peu près de 400 ans avant notre ère. On est en pleine guerre du Péloponnèse et déclin de l'Empire grec à ce moment-là. Donc en fait, c'est un exemple, c'est une hypothèse. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre l'effondrement d'une civilisation et puis des épidémies, des circulations microbiennes qui viennent réguler, qui viennent rien faire du tout, qui sont là, et puis il y a des régulations qui se font. La peste antonine, qui est aussi une très très grande peste historique, qui en fait est plutôt une épidémie de variole. Là, on est à 165-166 de notre ère. Il y avait la guerre contre les Parthes et c'est le déclin de l'Empire romain. Donc on a deux empires qui nous concernent particulièrement, puisqu'on dit qu'on vient de là quand même, de l'Empire grec, l'Empire romain, qui sont effectivement en déclin à ce moment-là. Et il y a des guerres, beaucoup de guerres. Les Grecs, on imagine l'agora, tu sais, le soleil, l'enseignement, la philosophie. Avec leur toge, ils sont en train de c'était des peuples qui étaient en guerre en permanence. Je veux dire, ils étaient en guerre. Je veux dire, voilà. Alors les guerres, c'est pour conquérir des territoires, choper des esclaves, surtout, pour mettre dans les mines, pour pouvoir extraire les métaux dont on a besoin pour faire des armes, etc. Tout ça se tient très très bien. C'était une industrie de la guerre. Oui, c'est l'industrie de la guerre, la mine, voilà. Alors on a la grande peste noire en Europe, qui est une vraie peste, c'est-à-dire Yersinia pestis, le bacille de Yersin. Yersin étant un pastorien, qui est d'ailleurs un personnage intéressant, entre parenthèses. C'est un grand voyageur, c'est quelqu'un, à mon avis, très intelligent, mais un vrai pastorien. Donc cette peste-là, on est je dirais, vers la fin du Moyen-Âge, quoi. Donc c'est une peste. Quoi, 1300, 1400 ? Oui, c'est ça.
14e siècle, 1347-1352. Donc à l'époque, ben, on accuse non seulement bien sûr les microbes, mais n'oublie pas que là on est au 14e siècle, hein, les microbes. Oui, on ne sait même pas ce que On ne c'est. sait pas ce que c'est. Hein. Non, il faut bien positionner Oui, les choses. mais c'est très important. Aujourd'hui. Parce que nous, on le voit maintenant avec notre regard d'aujourd'hui. Évidemment, il faut faire gaffe. À l'époque, c'était les rats. D'accord. Donc les rats, ben, bien sûr, les rats ont beaucoup voyagé sur les bateaux, notamment. Et là, on est quand même avant Christophe Colomb. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même des. Et les rats suivaient, on le disait, la typhoïde, la dysenterie, suivent les armées. Donc tu avais des guerres en permanence, un peu une interrogation, pourquoi on est toujours en guerre, pourquoi on a encore peut-être 200 conflits sur la planète, dont 2 grands bien sûr qu'on pourrait citer aujourd'hui, qui sont encore en pleine d'actualité, et qui sont des purs délires, enfin je veux dire, voilà, on en est encore là. Et en fait il y a beaucoup de morts, et dans toutes ces guerres, les morts sont pas enterrés ou abandonnés sur les champs de bataille, évidemment tu vas voir proliférer des corbeaux, des rats, etc. Et un développement microbien, bien sûr lié à la décomposition, à la putréfaction, et bien sûr les rats, les corbeaux vont transmettre ces micro-organismes aux populations alentours qui sont fortement affaiblies par la guerre, la pauvreté, la misère, la malnutrition. Tu vois, c'est facile de remettre les trucs en perspective et de se dire, et si il n'y avait pas eu de conflit entre nous, s'il n'y avait pas eu des élites qui... Encore qu'au Moyen-Âge, là on est plutôt vers la fin du Moyen-Âge, mais au Moyen-Âge, c'était pas si compliqué que ça. Et bien sûr, il y avait l'aristocratie, les féodaux, mais eux, ils passaient leur temps à faire la guerre et à chasser. Et les autres, ils étaient très loin du pouvoir. Il n'y avait pas de bureaucratie, il n'y avait pas de recensement. Donc les gens étaient pauvres peut-être, mais relativement libres d'aller glaner, chercher du bois à bouffer, aller aux champignons, personne ne les emmerdait. Hein. Il n'y avait pas eu encore les enclosures et la propriété privée, tu vois. Donc voilà, la peste de Londres, on avance dans le temps, hein. 17e siècle, voilà. La peste de Chine du 19e siècle, etc., etc. Donc on voit en fait qu'il y a toujours eu des épidémies. On a accusé des animaux, donc le diable, hein, l'animal noir, le chat noir, le corbeau qui est noir, qui prennent des mauvaises réputations, le rat, etc., qui sont juste des vecteurs de la décomposition des cadavres, parce qu'effectivement, ils ont diffusé ça. J'ai surtout une question pour toi. Ouais. Dans la mesure où en 1300 ou en 1600, on n'a pas les antibiotiques. Bah non. Malheureusement pour l'humanité, on n'a pas encore les vaccins. On vit vraiment des âges sombres. Comment ça se fait que ça s'arrête un moment? C'est la bonne question. Mais il n'y a pas de... Alors, pourquoi ça ne dure pas? Parce que, et pourquoi ça ne tue pas tout le monde? Pourquoi ça ne tue pas tout le monde? Et pourquoi ça ne dure pas jusqu'à tuer tout le monde? Je crois que alors, je n'ai pas les dates en tête, mais la dernière grande épidémie en Europe de peste, je pense que c'était au 19e siècle, et c'était dans des villes, hein, Marseille, 19e, peut-être début 19e, je ne sais plus. Quand on avait jusqu'à 50% de mortalité. Moi je dis, si tu veux, Pasteur et les pasteuriens, ceux qui ont suivi Pasteur, pour moi Pasteur et la mise en place de la vaccination systématique, c'est la première multinationale. Ceux qui ont suivi Pasteur se sont intéressés, si on peut dire ça, comme ça, aux morts. C'est-à-dire, ils ont dit, ces gens n'auraient pas dû mourir, si on avait eu les antibiotiques, les vaccins, ils ne seraient pas morts. Nous, on s'intéresse aux vivants. Oui. Et ça veut dire qu'ils avaient un terrain biologique, une immunité, on peut employer tous ces mots-là, qui fait qu'ils ne sont pas morts. Ou alors, ils n'avaient pas les mêmes conflits que ceux qui sont morts. Oui, ils n'étaient pas sensibles de la même manière aux conflits existants. Parce qu'ils ont été confrontés aux mêmes transmissions, à la même contagiosité, absolument. C'est pas parce que les médecins mettaient des becs avec des huiles essentielles ou je ne sais quoi, des plantes là-dedans, qu'il ne faut pas rigoler, quoi. Et tu sais, il y a même des exemples étonnants de médecins qui ont soigné les gens pendant des épidémies, pendant des années. Qui soignaient les gens, il y avait des gens comme ça, quand même, qui avaient cette empathie, cette entraide, de soigner des gens qui avaient la peste avec des bubons pleins de pus qui éclataient dans tous les sens. Au moment de la décrue de l'épidémie, au moment où l'épidémie s'arrêtait et mourait. D'accord. Parce que finalement, il n'y avait plus le sens qui les portait. Ils ont été portés par ça, mais ils se sont épuisés aussi, et à la fin, ils mouraient. Ça, c'est des exemples connus. Donc en fait, si tu veux, ta question, elle concerne simplement, maintenant, on pourrait, si tu veux, parler, mais je ne sais pas si c'est pas prévu pour un autre épisode, c'est pour ça que je me méfie un peu, qu'on n'avance pas trop vite. Mais on peut, si c'est bien d'en parler maintenant. Quelles seraient les conditions pour maintenir un terrain biologique? Appelons ça l'immunité. Oui, on y reviendra plus tard, mais on peut déjà l'évoquer.
je dirais, une forme de performance qui fait que, dans notre relation vivant, on trouve toujours un équilibre. Mais finalement, je me rends compte que je n'ai pas répondu complètement à ta question d'avant. Et la réponse que je donnerais, moi, c'est, parce que ta question, j'entends, pourquoi ça s'arrête? Oui. À mon avis, on n'a pas les réponses à ça. Mais le modèle pasteurien, en tout cas, ne donne pas de réponse. On peut poser une hypothèse. Si on part de l'hypothèse que la circulation microbienne, qui à un certain moment, à un certain endroit, avec toutes les causes anthropiques qu'on vient de citer, on pourrait développer à l'infini, si cette circulation microbienne était un phénomène de régulation. À un moment donné, quand la régulation est faite, ça s'arrête. Et on part sur un nouvel équilibre. Et là, on retrouve le pléomorphisme de Béchamp bien aussi, sûr. Parce que la forme va évoluer, bien sûr. Le travail a été fait, la forme évolue, et puis on n'en entend plus parler. On n'en entend plus parler. Et donc, on pourrait aider ça, non pas avec des tonnes de médicaments ou de vaccins, mais simplement en revoyant la configuration de nos relations sociales, bien évidemment. Je veux dire, imagine, je ne sais pas, je ne voudrais pas avancer des chiffres, puis c'est tellement chaud en ce moment, mais disons qu'il y a eu, peut-être les Ukrainiens ont perdu 500 000 hommes, alors actuellement, ils sont où ces bonhommes-là? Il y a forcément des prédateurs, des charognards qui vont venir charogner ça. Ils n'ont pas tous enterré sous une dalle de béton, quoi, tu vois. Et donc, oui. Et donc, dans des populations immunodéprimées, complètement dans la peur, la guerre, et tout ça, il peut y avoir. Là, on peut avoir des épidémies qui naissent de ça. Donc, en fait, je pense que la décrue vient au bout d'un phénomène de régulation. Et moi, ça me convient comme réponse. Oui, moi aussi. Donc, la question suivante, c'est est-ce qu'il y aurait, mais ça on s'avance sur les épisodes suivants, je pense, est-ce qu'il y aurait d'autres modes qu'on va appeler, pour employer des mots que tout le monde comprend, préventifs, des épidémies, des maladies infectieuses, sachant qu'il y a, c'est quand même 70% des maladies de l'occidental non infectieuses, il faut quand même le répéter, ouais, c'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres modes qui seraient une révision de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de la manière dont on relationne avec non seulement l'environnement mais entre nous, sortir de l'individualisme, sortir de cette espèce de comment dire, on sépare les gens, tu vois. Donc sortir de ça et, je répète, reconfigurer nos relations sociales. Et là, je pense que c'est un premier niveau de prévention, bien sûr, avec l'alimentation, le mode de vie, tout ce que tu prônes depuis... Oui, mais tu sais que quand on avait commencé à agiter l'épouvantail Covid, en janvier ou début février 2020, tu vois, avant que vraiment on passe dans le théâtre sordido-comique, on va dire, dans lequel on a baigné, moi j'avais fait une petite vidéo dans laquelle j'avais lancé, sous forme de punchline évidemment, ça demandait à être développé, mais j'avais dit, moi le Covid, c'est jus de carotte et bain froid pour tout le monde, et puis on n'en parle plus. Et je me suis fait mais monstrueusement ridiculiser en passant pour le teubé de service, mais je maintiens que ce n'était pas du tout con comme proposition. Non. Que c'était pas du tout con. Quand on sait que de toute façon les personnes qui ont vraiment développé des formes graves étaient des personnes qui étaient déjà avec de multiples pathologies, immunodéprimées, à l'évidence, la réponse que je donnais c'était renforcer votre terrain et vous verrez que c'était pas un problème. C'est pas un problème, effectivement. Avec peut-être quand même, avec la prudence de dire qu'il peut y avoir des gens qui sont allés tellement loin, oui, des gens âgés. Évidemment, mais je dis bien que c'est une punchline, donc c'est une façon d'interpeller les gens, de les faire réagir. Et effectivement, il y a peut-être des gens qui ont une situation immunitaire telle qu'il y a une question de course contre la montre d'une certaine manière. C'est est-ce qu'ils ont le temps de remonter leur système immunitaire avant que la transmission de l'information. Voilà, bon, ok. Mais ceux-là, on les traite, on les isole s'il faut, enfin voilà, s'ils sont trop faibles. On les protège, mais c'est au sens où c'est un peu comme quand tu as une plante qui est très très faible, tu vas la protéger différemment le temps qu'elle se reconstruise. Mais tu ne vas pas la vacciner. Non, puis tu as évidemment, par rapport à les hommes, évidemment, tu as attiré les foudres sur toi, ce qui est tout à fait normal, parce qu'effectivement, il y a forcément des cas d'irréversibilité qu'on ne veut pas admettre. Tu sais, j'avais lu une phrase un jour c'est marrant, parce que c'est hyper simple, et ça m'avait frappé. Et cette phrase disait, aujourd'hui, donc le monde moderne, occidental, etc., aujourd'hui on meurt vieux. Ça m'avait frappé cette phrase-là. Effectivement, je me suis rendu compte que dans les siècles passés, l'espérance de vie était beaucoup plus courte, pour un tas de raisons. Des gens qui s'épuisent au travail, la guerre, enfin bref, la moyenne de vie. Parce que c'est toujours les moyennes quand même. Il y a toujours eu des centenaires. Bien sûr. Et là, on meurt vieux.
Ah ouais, Et puis intéressant. on sait aussi que dans les statistiques, il y a les morts à la naissance qui venaient vraiment Oui, c'est ça. modifier Évidemment, ça énormément. modifie les statistiques. Bah, énormément. Ok, l'espérance de vie n'est pas la même. Est-ce que, par rapport à ce que tu as dit, il est évident pour moi aujourd'hui, c'est qu'on a amené les gens pour des causes anthropiques tellement loin dans la dégradation du terrain, des gens de plus en plus jeunes qui vont déclencher des maladies graves et irréversibles et non microbiennes, de plus en plus jeunes. On a cité l'autisme, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Et en fait, à un moment donné, ces gens, ils vont faire une crise éliminatoire, avec peut-être de l'hyperthermie, une activation microbienne, etc., etc. On va les intuber. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont dit, Fouché, etc., que c'est l'intubation qui va tuer les gens, quand même, hein, je veux dire. Oui. Voilà. Donc, on va leur donner des médicaments toxiques, etc. Bon, en fait, on va les euthanasier, on va dire ça avec le sourire. Mais même avec tes jus de carotte et ton hormèse, on n'aurait pas pu les ramener, possiblement. Oui, parce qu'ils étaient déjà allés trop loin. Donc, en fait, tu veux dire, ouais, mais tu vois, un tel, il avait 95 ans, il avait 4 maladies, 50 médicaments. Il t'a écouté, il a pris du jus de carotte, il s'est mis dans l'eau froide, il est mort. Ouais, Thierry Casasnovas. Ben oui, sauf que personne ne prendra la responsabilité de la manière dont il a vécu. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, il y a quand même, il faut des seuils d'irréversibilité. Et à mon avis, il faut être vigilant sur le fait que le seuil descend dans l'âge des... Oui, voilà. oui, ça c'est. Il y a aujourd'hui des jeunes qui passent, allez, je sais pas, 10-12 heures devant des écrans, les gamers qui dorment pas la nuit, qui font de la junk food, vraiment des trucs. Voilà. Ils sont en train de bousiller leur terrain. En fait. Oui, à 30 Qui étaient ans, déjà à 30 ans, sûrement 35 ans, ils sont affaiblis parce qu'ils sont nés de parents qui étaient eux-mêmes. Mais moi, je prends souvent l'exemple chez les femmes, par exemple, de l'âge de la ménopause. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un siècle et demi, l'âge de la ménopause, il frisait les 50 ans. Et là, actuellement, on parle de ménopause chez des femmes qui ont moins de 35 ans. C'est-à-dire que leur système, il est tellement faible et tellement que la fenêtre de temps pendant laquelle elles vont être fertiles est réduite de plus en plus. Or, la reproduction est quand même l'une des fonctions biologiques de base de l'humain. Bah oui. Dans la dimension biologique de l'humain, la reproduction, c'est une des finalités. Donc tu te dis vraiment, il y a ce qui fait intrinsèquement que nous sommes vivants et que nous pouvons perpétuer la vie, eh bien, est diminué parce qu'il y a des organismes de plus en plus faibles et des cancers juvéniles et ainsi de suite. J'avais fait une vidéo, pourquoi une épidémie de cancer infantile? Parce qu'effectivement, les enfants naissent avec des terrains qui sont tellement dégradés. Et on les vaccine, on les Et survaccine. oui, bon, et après on leur donne dès le départ sur des terrains dégradés, on leur donne des conditions de vie tellement à l'opposé de ce qui pourrait renforcer leur terrain que c'est une catastrophe. À quelques mois ou à 1 an, 2 ans devant les tablettes le matin avant de partir à l'école, etc., etc. Mais dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de glisser comme ça, une petite parenthèse qui fait que quand même l'humaine est le seul mammifère qui a une ménopause. Les animaux, les mammifères, femelles mammifères n'ont pas de ménopause. Ils n'ont pas de ménopause. Alors il y a quelque chose qui est humain déjà dans le fait d'arrêter à un moment donné la fertilité. Ah, c'est intéressant. Après, je voudrais juste, c'est pas pour, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, c'est de dire que on peut déranger des gens qui sont dans une mouvance actuelle LGBT+ ou queer, les déranger en disant que l'humain comme tout mammifère biologiquement doit se reproduire. Ça peut les gêner ces gens-là. Donc il n'est pas question dans ce discours-là de les gêner, mais de dire que biologiquement, quand on retourne à l'animalité, on a une fonction qui est la procréation. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une réalité biologique. Et donc le fait que je ne pense pas à tout le monde de se reproduire et d'avoir des enfants, c'est juste que... Non, mais je pense que c'était bien de le dire. Oui. Et en fait, le fait qu'il y a une stérilité masculine de plus en plus importante, il y a une diminution de l'espérance de vie en Occident. Là, on diminue les espérances de vie. Stérilité masculine énorme, liée notamment aux perturbateurs endocriniens, environnementaux, etc. Et chez les femmes, effectivement, on a ce phénomène de la réduction. Moi, je le vois d'une certaine manière comme une régulation automatique de l'espèce. Absolument. On est allé tellement loin dans le déséquilibre qu'en fait, on est en train de disparaître. C'est ça. Ce que j'allais te dire en rigolant, moi j'adore rire dans ces moments-là. Non, mais moi ça me fait rire. On est peut-être dans un processus d'extinction. Oui, d'extinction, en tout cas d'une certaine forme de développement humain, d'une certaine forme de civilisation humaine. Et moi je dis finalement, le vivant a toujours raison. Le vivant a toujours raison parce que quand il y a quelque chose qui est totalement dysfonctionnel, en fait, à un moment, alors sur des générations, mais il met en place les conditions qui vont faire que cette civilisation-là va disparaître. Bah oui, c'est aussi simple que et ça. J'en reviens à ce que je disais, il ne faut pas sauver la planète. Si on veut sauver nos petits culs blancs, on peut, mais il va falloir être intelligent et changer la façon de faire. Quoi. Parce que sinon, on va dégager. On est bien d'accord. C'est ça. Et en fait, tu sais, après ceux comme Michel Foucault qui ont théorisé les sociétés disciplinaires, sociétés de contrôle, etc., il y a un philosophe, je ne me rappelle plus son nom, Galibert, je crois, il dit, après tout ça, on est dans une société suicidaire. C'est-à-dire, suicidaire, ça veut dire qu'on a des comportements... Alors, il y a des gens qui se suicident, beaucoup, et des adolescents.
Voilà, il y a C'est beaucoup la de troisième suicides. cause de Ou la mortalité. deuxième, même chez les jeunes. Hein. Ouais, chez les moins de 25 ans, je crois que c'est la deuxième cause de mortalité. Oui, c'est la deuxième cause de mortalité. Donc en fait, parce qu'on pourrait parler des cancers turbo aussi, ça serait intéressant de dire un mot comme ça en passant sur les cancers turbo. C'est quoi les cancers turbo? Je vais te dire, on est dans une forme d'extinction, mais comme si on était en train de vivre un suicide collectif, en fait, à travers nos modes de vie occidentaux. Oui, à et travers puis la perpétuation de ces modes de vie, malgré le fait qu'on ait l'information maintenant, qu'on connaisse tous les principes maintenant, enfin d'épigénétique et ainsi de suite, qu'on sache à quel point nos choix de vie vont conditionner notre qualité de vie, et malgré tout, on continue à bouffer de la merde, à passer notre temps devant des écrans, à pas sortir dehors, à plus avoir de vie collective, enfin voilà, à être isolé devant nos écrans comme des zombies, quoi. Donc oui, il y a une... Ouais, mais je pense qu'il y a... Bon, après, on pourrait aller très loin là-dedans, mais je pense même qu'il y a une idéologie de la détestation. Et là, il faut s'en méfier parce que... allez, j'y vais. Non, mais je me lâche. Vas-y. Dans tous les exemples que tu prenais, tu disais finalement, voilà, la philosophie est un fait d'homme blanc occidental, voilà, masculin, bourgeois et ainsi de suite. Mais je pense aussi que dans notre civilisation, fort de ces constats, il peut y avoir aussi une détestation de qui nous sommes, une détestation de l'homme blanc en tant que tel. Et pour moi, c'est une très mauvaise réponse à une vraie situation. C'est-à-dire que pour moi, assumer, c'est accepter de se transformer, de constater que oui, effectivement, il y a eu une civilisation esclavagiste, et effectivement, qui était une civilisation d'hommes esclavagistes, mais que ça peut évoluer, et on peut le changer. Bifurcation. Bifurquer. Et la réponse qui est de dire, finalement, il n'a qu'à dégager, pour moi, c'est la pire des réponses. C'est la pire des réponses, parce que la civilisation occidentale a aussi apporté, en termes artistiques, en termes tout ce que tu veux, mais comme toutes les autres civilisations d'ailleurs, hein, parce que l'art, comme on dit, l'art nègre, l'art africain, et choses comme ça, qui est méconnu en Europe et est fantastique, mais l'art occidental est aussi fantastique, incroyable, les créations musicales, les créations picturales, les créations de sculptures et ainsi de suite, l'architecture et ainsi de suite, elle est magnifique. Ce sont des exosomatisations, ça aussi. Ce sont des exosomatisations, c'est possible. Mais voilà. qui transmettent des messages créatifs, poétiques, nourrissants. Oui. Et donc justement, pourquoi enfermer ça aussi dans des musées ou dans des collections privées, etc. Donc Complètement. l'art, on est tous créateurs, on pourrait tous... Donc la détestation, pour moi, c'est ce que tu dis là, moi j'entends ça. C'est relié à ce que j'appelle une société suicidaire qui n'a plus aucune... Les gens n'ont plus envie d'être là. Pour pousser mon point très très loin actuellement, on assiste quand même globalement à une... En tout cas, dans les mœurs et dans l'idéologie qui est véhiculée, à une survalorisation du féminin. En ce moment, tu veux dire? Oui, en ce moment. Et une féminisation réelle, biologique des corps, alors liée aussi à toutes les hormones qui circulent dans les eaux de boisson et ainsi de suite. Et là encore, je le maintiens, c'est pas parce que l'homme occidental, le mâle occidental hétérosexuel blanc a fait de la merde à une certaine époque qu'il faut le rayer de la carte. Parce qu'en fait, la polarité reste la réalité du vivant. Le vivant existe sur des polarités. Et actuellement, je trouve que c'est une très mauvaise réponse. C'est un peu comme enfin, je vais pousser le truc très très loin, c'est un peu comme les gens qui, forts du constat effectivement de la torture animale qu'il peut y avoir à l'échelle de l'élevage, décident de tout balancer, Alors qu'en fait, pour moi, il y a un rapport à l'animal qui est à reconstruire complètement, à réfléchir complètement. Et donc, pour moi, c'est une réponse, par certains côtés, simpliste, et qui n'assume pas. C'est-à-dire que pour moi, la culpabilité ne nous mène jamais nulle part. Pour moi, ce qui nous mène quelque part, c'est un terme qui est connoté religieusement, mais moi que je m'approprie, c'est la notion de repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? C'est tu constates que tu as merdé et tu changes. Parce que la culpabilité, elle ne nous amène pas à changer. La culpabilité, juste, c'est mea culpa, je suis une merde blanche. Voilà. Bon, ben, ça nous mène nulle part. Pour moi, assumer vraiment, c'est de dire, ok, on a fait de la merde, et maintenant, on va œuvrer à corriger ça. Mais peut-être que je voudrais quand même revenir sur ton... je pense que c'est un peu outré de parler de comment tu as dit, réévaluation, je sais pas quoi, du féminisme. Parce qu'en fait, je pense que c'est une réaction qui est salutaire, même si elle est exacerbée après des millénaires de patriarcat. Elle est sûrement exacerbée. On voit déjà apparaître ça, on en a parlé, on en reparlera, en tout cas dans le XXe siècle, c'est sûr, on en parlera avec les héritières de Béchamp. Donc le féminin arrive avec des notions complètement fondamentales comme Lynn Margulis, Barbara McClintock, etc. Et aujourd'hui, oui, on a... Mais si tu veux, la réémergence du féminin, y compris à l'intérieur des hommes,
blancs, occidentaux, blancs, etc. Donc une déconstruction du patriarcat. Et même si ce féminisme, sous certains aspects, est exacerbé, je pense que c'est une réaction qu'on pouvait attendre. C'était nécessaire, si tu veux. Après, il y aura un retour à l'équilibre. Mais pour l'instant, on peut l'accueillir comme ça. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix. De toute façon, bon, on n'est pas totalement d'accord, mais très bien, parce que c'est très bien aussi de maintenir des tensions par rapport à ça. Moi, je pense que l'intelligence, ça serait de se... effectivement, peut-être que ça a été d'un côté. Alors, on va me dire, oui, il faut passer par l'autre extrême pour arriver au milieu. Pas forcément à l'extrême, mais en tout cas, il faut aller voir un peu. Si on pouvait éviter, on éviterait là encore de perdre du temps, parce que l'un comme l'autre sont des erreurs. On ne perd pas du temps. Et tu vois, par exemple, quand tu me dis, voilà... il y a les avancées de Lynn Margulis, par exemple, donc toute cette science qui est apportée par des femmes. Oui. Ou les primatologues, ou les femmes. Il y a une part de moi qui a tendance à dire, et sans vouloir faire de provocation, en fait, je m'en fous que ce soit des femmes. Je suis juste content qu'il y ait des êtres humains qui apportent ça. Et je suis très content que peut-être qu'une catégorie d'êtres humains qui n'avaient pas le droit à la parole et qui n'avaient pas le droit à la visibilité l'apporte. Mais moi, que ça soit apporté par une femme ou par un homme, à mon stade, à moi, avec ma culture et l'individu que je suis à cette époque-ci, en fait, je ne vais pas le survaloriser parce que c'est apporté par une femme ou le sous-valoriser parce que c'est apporté par un homme. Je ne le survalorise pas parce que c'est apporté par une femme. Je ne dis pas que c'est ce que tu fais. Je dis que, comme par hasard, c'est des femmes qui ont amené ça. Oui. Et donc, il y a un constat à faire quand même que ça émerge du féminin. Forcément, elles n'avaient pas le droit d'ouvrir leur gueule. Donc, on se passait de la moitié de la population, enfin la moitié, c'est plus que ça, mais bon, peu importe le rapport entre hommes et femmes, mais on se passait allez, on va dire la moitié de la population qui ne pouvait pas s'exprimer. C'est normal qu'elle réagisse fort aujourd'hui. Pardon ? C'est normal qu'elle réagisse fort aujourd'hui, quand même. Il faut entendre ça. Ah oui, bien sûr. Mais si tu veux, là où moi je tique, c'est pas le fait que les femmes prennent leur place et tout. Je trouve ça magnifique. Et pour moi, pour l'avancée de l'humanité, c'est absolument nécessaire parce que les deux, s'il y a une seule polarité, on se casse la gueule de toute façon. Et c'est ce qu'on a vu. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est ce à quoi on est arrivé. Donc de toute façon, on le constate. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, j'espérerais, et je l'espère, que dans l'oscillation que tu définis, eh bien, on n'ait pas besoin de passer par une oscillation importante de l'autre côté, et que dans le plus de sensibilité, le plus d'intelligence qui pourra être apporté, eh bien, on a l'intelligence de dire, ok, ils ont fait de la merde peut-être en poussant trop dans un sens, bien, nous on va réguler et ne pas pousser trop dans l'autre sens parce qu'il n'y a pas besoin, on arrive à un équilibre. Voilà, il faut faire confiance aux femmes pour ça. Ouais. Pour avoir cette sensibilité et cette intuition qu'on n'a pas besoin de passer par des extrêmes, oui, etc. Oui, mais c'est sans compter sur l'instrumentalisation politique de revendications légitimes. C'est-à-dire qu'autant, mais là on dévie un petit peu. Mais, on n'est plus dans les épidémies. Là. On n'est plus dans les épidémies. Bon, on en reparlera. Mais alors, je voulais dire un mot sur les cancers. Ce que je veux dire par là, c'est que derrière vraiment des mouvements sensés, des mouvements légitimes, il peut y avoir toujours, été le premier à le dire, une récupération politique et idéologique bien sûr. Et qui peut travestir et galvauder n'importe quelle intention louable et le transformer en monstruosité et en tyrannie. Oui, c'est juste ça. Voilà ce que je veux dire. Ça, je suis d'accord avec ça, 100%. Allez, on repasse aux épidémies. Non, je voulais juste, tu sais, j'ai parlé des cancers turbo et tu m'as posé la question de ce que c'était qu'un cancer turbo. On a digressé. Apparemment, il semblerait que des médecins aient témoigné d'une épidémie. Tu vois, quand même, je me débrouille pas trop mal pour retomber dans le truc, alors que c'est pas une épidémie. Hein. Mais ça, on appelle comme ça, tu sais, on fait le mot, on le fait dériver. Après. Oui, bien sûr. Mais c'est comme le pestiféré, hein, on en parlait tout à l'heure. Le pestiféré, c'est n'importe quoi. On parle d'épidémie pour n'importe quoi maintenant. Il y aurait une énorme incidence de cancer à développement excessivement rapide et mortel sur des jeunes 15, 20, 30 ans, 35 ans. Beaucoup des cancers mortels très rapides. Il semblerait que ces gens-là aient été injectés. Injectés. Voilà, injectés. Ah, il l'a dit. C'est-à-dire, c'est des gens qui... Il l'a dit, hein, tu l'as entendu. Je l'ai dit, ouais. Il a dit injectés. Je l'ai dit. Que ça pourrait... Tu vois, j'aime bien parce que je tourne autour du pot. Ça comme des hypothèses. Il semblerait que ça serait lié à une jeunesse qui a été injectée avec les soi-disant vaccins Covid. Et qui développe maintenant, parce que tu vois, on parlait tout à l'heure dans les épidémies, et puis dans la vaccination, des effets court, moyen, long terme. Là, on est, à un moment donné, tu vois, c'est comme quelque chose qui se produit après, mais on est dans le moyen terme, là, on n'est plus dans le court terme. Dans le moyen terme, qu'est-ce qui va se passer demain ? Si
il s'avère que c'est une réalité, que c'est le fait, on a eu, je sais plus, il y a eu des chiffres à une époque qui disaient qu'il y avait eu, allez, dans le monde, 1500 athlètes de très haut niveau, bien connus, Oui, athlètes arrêt de très haut cardiaque. niveau qui étaient morts d'accidents vasculaires, Oui, cardiovasculaires. comme ça, sur le terrain, oui, Voilà, bien sûr. boum. Là, on est sur des cancérisations excessivement rapides, très rapides, à évolution très rapide et mortelle. Et ça serait lié aux injections. Donc tu vois, tu te dis, mais... Donc ça se surajoute au phénomène qu'on constatait précédemment aussi, du fait de l'émergence de maladies de la vieillesse qui apparaissent dans des populations beaucoup plus jeunes. Donc ça se surajoute à ce facteur. Et je voulais glisser un truc aussi, parce que c'est intéressant par moment de faire des... C'est pas des comparaisons, mais moi je peux témoigner, c'est mon métier, que les chevaux, puisque c'est l'espèce dont je m'occupe, que j'accompagne, développent des maladies qui sont très comparables aux maladies humaines, qui sont pour moi des maladies, ce que j'appelle des pathologies de l'immobilité, c'est-à-dire le fait, notre manière, on les a sédentarisés, c'est des animaux nomades, les chevaux, des animaux migrateurs, ils ont besoin de marcher tout le temps. Et comme par hasard, on a au fil du temps, et de manière aussi rapide avec cette exponentielle que l'humain, oui, des maladies infectieuses, ils développent par exemple des borrélioses, la maladie de Lyme, mais avec une baisse d'énergie considérable, l'énergie de base, l'énergie vitale, donc une énergie, une perte d'énergie, c'est des infections froides, épuisantes mais sans réaction. Ils développent de l'obésité, ils développent du diabète, mais oui, des maladies cardiovasculaires, ils font des AVC, on parle d'épilepsie, alors évidemment, je ne te parle pas encore d'un truc très, très répandu, et des cancérisations. Alors que le cheval est naturellement, j'allais dire, un animal qui cancérise très peu. Et là, on a des cancers digestifs. Donc en fait, le stress qui leur est imposé, et c'est tout à fait comparable en tant qu'animaux domestiques, au stress qu'on a imposé à l'humain, le traumatisme, souviens-toi de la néolithisation, c'est-à-dire sédentarisation, domestication, esclavage, etc. Ils sont dans une situation comparable, puisqu'ils sont sous notre pouvoir, et c'est quand même intéressant pour un vétérinaire de constater que si tu veux, dans le contexte de domestication, d'asservissement, de non-couverture des besoins fondamentaux d'une espèce animale, c'est-à-dire qu'eux, si tu veux, ils n'ont pas la main libre, ils n'ont pas le cerveau, ils ont dans leurs besoins fondamentaux. On a le développement de maladies qui sont les mêmes que les nôtres. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'on se dit, mais cette corrélation, c'est forcément environnemental. Tu vois, et c'est anthropique. C'est anthropique. On revient sur le terme d'anthropique qu'on avait vu dès le départ. Donc je pense que si on voulait conclure là-dessus, dans l'épisode suivant qui sera consacré à moi ce que j'appelle la vaccinologie, c'est-à-dire soi-disant une science qui n'en est pas une pour moi, un empirisme qui consiste à vacciner tout le monde, y compris les animaux bien évidemment, on pourrait conclure en disant qu'il y a d'autres modes d'évitement et de prévention de ce qu'on appelle les épidémies ou la pandémie, qui est un retour sur soi, à la fois individuel dans nos modes de vie individuels et collectif. C'est-à-dire garder du lien. L'épisode précédent, on a comme par hasard bien sûr parlé des relations. Oui. Il faut qu'on se remette en relation. On ne peut plus se permettre de subir des confinements, des exclusions, des choses comme ça, une atomisation de l'humain, à la fois complètement atomisé dans sa consommation d'écran, de matière, etc., mais en même temps qui forme une espèce de troupeau complètement asservi, à qui on délivre une vérité, la vérité à travers les médias, etc. etc. Donc en fait, il faut qu'on sorte de ce système-là, quoi. Il est temps de bifurquer, parce qu'on est sur une trajectoire d'extinction. Donc comment elle va se passer, j'en sais rien. Est-ce que ça sera le passage, on a dépassé 6 seuils sur 9 au niveau des seuils, tu sais, il ne faut pas dépasser au niveau climatique et compagnie. On a passé 6 sur 9, donc on peut atteindre un seuil où il va y avoir une espèce de bascule bioclimatique, je ne sais pas quoi. On nous annonce cette année un El Niño très fort dans le Pacifique Sud. Et en fait, c'est déjà quelque chose qui va générer donc des pluies torrentielles et des inondations à certains endroits et des sécheresses à d'autres. Mais ça, c'est El Niño, de toute façon. Avec El Niña qui n'est pas mieux, voilà. Mais c'est actuellement énormément amplifié par le dérèglement climatique anthropique, le réchauffement climatique. C'est une bombe. Et en fait, on va vivre, enfin bon, moi je ne veux pas jouer, alors là, jouer les Cassandres, tu sais, c'est pas mon truc, hein. Mais apparemment 2024 quand même, au niveau des sécheresses, inondations et compagnie, donc il y a des endroits où il va y avoir à nouveau de la souffrance, des famines, et pourquoi pas de ce fait-là des épidémies. Mais on a une responsabilité dans tout ça.
Même quand il y a des phénomènes naturels à la base, on les exacerbe. Voilà. Et donc en fait, on a ces choses à prendre en main. Comment ça va se passer? Si on a cette année 2024 de fortes sécheresses à certains endroits, apparemment la situation est assez dramatique en Amazonie. Hein. Ils ont une sécheresse terrible, les fleuves sont très bas, c'est absolument incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des millions de migrants, etc. etc. Donc voilà, ça c'est anthropique. Donc nos épidémies historiques, en fait, pour moi, c'est pas grand-chose à côté de ce qu'on est en train de vivre. Parce que maintenant, c'est globalisé le problème. C'est globalisé. On sera tous touchés par ça, et on l'est déjà. Donc voilà, moi je pense que notre réflexion, elle est à ce niveau-là, et de reprendre notre responsabilité, en fait, et notre souveraineté par rapport à ces phénomènes-là, et de plus désigner des boucs émissaires qui ont été à une époque, ben voilà, c'est le fléau de Dieu, etc., qui sont maintenant les microbes. On est dans cette totale aberration. Et je pense qu'il faut complètement reconsidérer comme ça, tout ça, mais très vite, très très vite. Je ne pense pas qu'on ait beaucoup de temps, en fait, pour faire ça. Et j'espère que ces vidéos participeront. C'est bien parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps que je m'emploie autant, malgré l'adversité, à continuer à porter ce message, parce qu'effectivement, je pense que le rapport bénéfice-risque porte sur le plan du bénéfice. Donc, je te remercie d'y participer. La prochaine, alors là, déjà que là, tu t'es quand même grillé, tu as prononcé le mot tabou, injecté. La prochaine, on parle de vaccinologie, d'idéologie vaccinale. Oui. C'est un domaine qu'on connaît assez bien tous les deux, en plus, donc je pense qu'on va bien s'amuser. Oui, on va s'amuser, oui. Je te remercie, Eric. Merci, Thierry.